Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet sensible, on peut dire. Ah oui, sensible, souvent chuchoté mais rarement abordé de fond, hein. Exactement. La rivalité féminine. On a tous un peu en tête peut-être cette fameuse photo de Sophia Loren qui regarde Jane Mansfield, ou alors on a entendu cette phrase terrible. Les femmes entre elles, c'est le pire. Oui, malheureusement. Voilà. Un terrain glissant, un peu tabou même. Et c'est justement parce que c'est tabou qu'il faut en parler, je crois. Mais attention, notre but ici, c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, hein. Non, bien sûr. Ni de tomber dans les clichés misogynes, hein, loin de là. L'idée, c'est plutôt de décortiquer ce phénomène complexe. En s'appuyant sur quoi alors? On a pas mal de sources différentes, des témoignages directs parfois, parfois assez glaçants. Hmm. Un petit détour par l'histoire aussi, Ah oui? Jusqu'où? de la préhistoire jusqu'au cours des rois de France. Et puis évidemment, on regarde ce qui se passe aujourd'hui, au travail, entre amis. C'est assez large. D'accord. Donc l'objectif, si je résume, c'est de comprendre. C'est ça. Observer, analyser. C'est ça. Comprendre les mécanismes de la jalousie, de la compétition entre femmes, voir d'où ça peut venir. Les raisons psychologiques, sociales, peut-être même plus anciennes. Et voir comment on peut dépasser ça. Mettre en lumière, mais sans juger, sans essentialiser. Exactement. Observer, analyser pour mieux agir peut-être. Bon, alors, plongeons dedans. Comment ça se manifeste concrètement, cette rivalité? Parce que c'est pas toujours évident, si. Les sources parlent beaucoup de subtilité, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Il y a d'abord le langage, les mots, le petit commentaire qui vient rabaisser un succès, l'air de rien, la critique déguisée en compliment. Le fameux c'est original ce que tu portes. Voilà, ce genre de choses. Ou une source qui parle de cette personne qui te félicite, mais du bout des lèvres, tu sens bien que, ça bout à l'intérieur. Et le non-verbal aussi, j'imagine. Ah oui, très parlant. Le regard qui te scanne, de haut en bas. On l'a toutes vécu, je pense. Ou l'ignorance délibérée, rendre l'autre invisible. Le témoignage de Jeanne là-dessus, la bénévole qu'on ignore ou qu'on fusille du regard, il est assez fort, oui. Et puis il y a cette fausse bienveillance, c'est presque pire parfois. C'est-à-dire. Te conseiller de faire une pause après un échec, genre pour prendre du recul, mais en fait la personne jubile intérieurement. Ah oui, Pire encore, le mauvais conseil volontaire. Genre non, mais cette robe, franchement, elle te va pas. Alors qu'en fait, si, c'est du sabotage, mais discret. d'accord. Ça, c'est le côté subtil. Mais il y a aussi des choses plus directes, non? Ah bah oui, carrément plus frontal. L'imitation systématique, par exemple. Une coach cite le cas d'une collègue qui copie jusqu'au vernis à ongles d'une autre. C'est presque enfantin, là. Oui, mais ça existe. Ou alors la personne qui se réjouit ouvertement quand tu échoues et qui, comme par hasard, n'est jamais là quand tu réussis quelque chose. Le soutien sélectif. Voilà. Et puis les critiques ouvertes, hein, sur le physique, l'apparence, le style. Une femme témoigne qu'elle se sent scrutée de la tête aux pieds tous les jours au boulot. La médisance. Les rumeurs. Ça aussi, c'est un classique, malheureusement. Oh que oui! Il y a un témoignage dans les sources qui est assez choquant. Une femme qui invente toute une histoire pour briser un couple, juste par jalousie. Carrément. Et au travail, ça peut aller loin aussi, hein. Oui, jusqu'au sabotage pur et simple. Ce que certaines appellent le torpillage, ou même le harcèlement. C'est vraiment varié comme manifestation. C'est fou, la palette, quand on y pense. Et il y a une réaction intéressante aussi que les sources soulignent, c'est la défense agressive quand on les confronte. Ah oui, Une personne jalouse, si tu la mets face à son comportement, elle risque de nier en bloc, de changer de sujet, ou carrément de se mettre à dénigrer ta réussite pour se protéger. pour protéger sa propre estime, en fait. C'est ça, en rabaissant ce qui la met mal à l'aise. Et on peut pas ne pas parler des réseaux sociaux, j'imagine. Instagram en prend pour son grade, souvent. Ah oui, c'est clair. C'est vu comme une énorme machine à comparer. Il y a même une étude britannique qui le classe parmi les pires plateformes pour la santé mentale des jeunes. C'est fou. Mais c'est ce double visage, tu vois. D'un côté, oui, c'est une source de poison, la comparaison, les commentaires haineux. Mais d'un autre côté, ça peut aussi être un contrepoison. Comment ça? Avec des communautés bienveillantes, des groupes d'entraide qui se créent aussi en ligne. Faut pas l'oublier. D'accord. Bon, alors, d'où ça vient tout ça? Quelles sont les pistes d'explication? Si on regarde côté psycho, la relation mère-fille, ça revient souvent, non? Oui, c'est une piste très explorée. Alors, il y a le fameux complexe d'Électre de Freud, l'idée de rivalité inconsciente pour le père, mais les sources parlent aussi d'autre chose. Comme quoi?
L'impact d'une mère soit trop envahissante, soit au contraire une mère trop femme, un peu idéalisée, qui crée une relation compliquée. Et la jalousie directe de la mère, ça existe aussi. Oui, malheureusement. Il y a un témoignage anonyme très fort dans un des textes, une mère qui sape systématiquement la confiance de sa fille parce qu'elle est jalouse de sa jeunesse, de ses succès, Ouf. Et ça peut laisser des marques pour plus tard, dans les relations avec les autres femmes. évidemment. Mais au fond, est-ce que tout ça, ça ne ramène pas souvent à quelque chose de plus personnel, un manque de confiance en soi peut-être? C'est un point central dans beaucoup d'analyses, oui. La jalousie serait souvent le reflet d'une insécurité, d'un sentiment d'infériorité, quoi. C'est ça. On projette sur l'autre ce qu'on pense ne pas avoir, ne pas être. Une psy citée, Camille Cohen, explique bien que l'envie, en fait, elle nous renseigne d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres manques perçus. Et le besoin de validation qui vient s'ajouter à ça. Exactement. Surtout la validation masculine, selon certaines sources. Ça peut renforcer le mécanisme. Mais il n'y a pas que l'individu. Les sources pointent énormément vers la société, la culture, le fameux patriarcat. Ah oui, massivement. La pression sur l'apparence physique des femmes, elle est dingue. L'idée, qui est citée texto, que la valeur d'une femme est liée à sa beauté. Ça crée un terrain idéal pour la comparaison et donc pour la rivalité. Ben voilà. Et plusieurs analystes montrent comment une structure, disons patriarcale, peut activement encourager cette compétition, Comment ça? en faisant croire que les places sont limitées, que ce soit au travail ou même pour l'attention des hommes. Si les places sont rares, forcément, on se voit comme des concurrentes. La stratégie du diviser pour mieux régner. C'est exactement ça. Et ça maintient le système en place, finalement. Et ce système, il n'est pas né hier, il est nourri par des siècles de récits, de mythes, non? Tout à fait. Pense au mythe fondateur. Pandore, Ève. Toujours la femme qui apporte les problèmes. Les figures féminines dans la Bible, souvent secondaires ou manipulatrices. Et les contes de fées. La princesse passive et la méchante belle-mère ou la sorcière jalouse. C'est vrai, ça infuse complètement notre imaginaire. Absolument. Et les médias d'aujourd'hui prennent le relais, hein. On nous montre Kate contre Meghan, avant c'était Diana contre Camilla. Ou la télé-réalité qui fait de la critique entre femmes un spectacle. Exactement. Tout ça, ça normalise le jugement, ça l'encourage même parfois. Ce qui peut mener à ce qu'on appelle la misogynie intériorisée, quand on finit par appliquer ces schémas nous-mêmes. C'est tout à fait ça. Les femmes, elles aussi, elles baignent dans cette culture. Et elles peuvent finir par adopter ce regard critique sur elles-mêmes et sur les autres. C'est aussi lié à ce phénomène de la cool girl ou de la pick-me girl. C'est-à-dire, Celle qui cherche la validation, souvent des hommes, en se démarquant des autres filles, parfois en les rabaissant un peu. Moi, je suis pas comme elle. je vois. Et l'éducation genrée, ça joue aussi. Ah oui, c'est mentionné. L'idée que les filles, on leur apprend plus à réprimer la colère, du coup, elle ressort autrement. Par des piques, des agressions indirectes. C'est ce que dit Rachel Simmons. Une source dit même que les garçons sont éduqués à la compétition frontale et les filles à la rivalité plus sournoise. C'est un peu caricatural peut-être, mais Il y a peut-être un fond de vrai. Et même les étiquettes qu'on colle aux enfants. Elle, c'est la jolie, elle, c'est l'intello. Ça peut créer des comparaisons et des insécurités qui durent. certaines sources parlent aussi d'évolution, mais avec prudence, j'ai vu. Oui, alors là, il faut être hyper prudent. L'hypothèse d'une compétition ancienne entre femelles pour les ressources, les partenaires, bon, c'est une piste, mais elle est controversée. Il faut pas tomber dans le déterminisme biologique. Surtout pas. Ça ne justifie absolument rien aujourd'hui. Les facteurs sociaux, culturels, psychologiques sont bien plus déterminants. C'est au mieux une lointaine influence possible parmi plein d'autres. Un mot sur l'histoire à la préhistoire? Tu parlais des cours royales, influence. Pour la préhistoire, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est surtout qu'on remet en cause les vieux clichés. L'homme chasseur au centre de tout. Voilà. On redécouvre l'importance de la cueillette, on trouve des preuves de femmes chasseuses, on envisage des sociétés organisées différemment, peut-être matrilinéaires. Donc, pas un modèle unique, mais de la diversité et de la complexité déjà à l'époque. C'est ça. Et surtout, on prend conscience des biais des premiers préhistoriens qui projetaient beaucoup leur propre vision du 19e siècle. D'accord. Venons-en au domaine où ça se voit le plus aujourd'hui. Le travail, ça revient tout le temps. Est-ce que c'est pire quand il y a peu de femmes dans un secteur? C'est une observation qui revient souvent, mais quand les postes sont rares, la compétition peut s'exacerber. Et c'est là qu'on voit parfois apparaître ce fameux syndrome de la reine des abeilles. La Queen Bee, c'est quoi exactement? C'est cette femme qui a réussi à atteindre un poste de pouvoir, souvent en luttant, et qui, une fois en haut, ne va pas aider les autres femmes à monter. Au contraire, parfois, elle leur met des bâtons dans les roues. Pourquoi elle ferait ça?
Plusieurs raisons possibles, peut-être pour asseoir son autorité en adoptant des codes jugés masculins, ou pour se distancier d'un groupe, les femmes, qu'elle perçoit comme moins puissantes, ou simplement parce qu'elle a tellement galéré qu'elle reproduit ce qu'elle a subi. C'est complexe. Les sources disent aussi que certaines femmes préfèrent parfois avoir un chef homme, le jugeant moins compliqué. Oui, ça ressort, parfois. Moins compliqué, ou peut-être simplement parce que le pouvoir est encore très majoritairement associé au masculin, et que c'est perçu comme plus normal ou plus efficace. Et cette notion un peu troublante de misogynie d'appoint, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme de la sociologue Annie Quell. Ça décrit des femmes qui en fait participent au maintien du système misogyne. Comment? Parfois passivement, en laissant faire, parfois plus activement, en relayant des commérages, en participant à la mise à l'écart d'une collègue, voire en couvrant du harcèlement subi par une autre femme. Souvent pour protéger leur propre place ou par conformisme. C'est dur. Et on parlait des microagressions aussi. Oui, les remarques constantes sur le physique, les ragots, l'isolement, ça peut être très usant au quotidien. Et ce complexe Naomi lié aux minorités, tu peux expliquer? Oui, c'est une expression de Racha Belmejdi. Ça fait référence à la rivalité très médiatisée entre les mannequins Naomi Campbell et Tyra Banks. L'idée, c'est que dans des milieux où les places pour les personnes minorisées sont vues comme hyper rares, Comme le mannequinat pour les femmes noires à une certaine époque. exactement, la peur qu'il n'y ait pas de place pour deux peut rendre la rivalité encore plus féroce. C'est une dynamique de rareté qui est imposée de l'extérieur, en fait. Parlons un peu de l'amitié maintenant. Les sources décrivent souvent les amitiés entre femmes comme étant très fortes, presque fusionnelles parfois. Oui, c'est vrai. On parle de vraie passion, ce qui rend la trahison ou la rupture d'autant plus douloureuse. Le chagrin d'amitié, c'est quelque chose de très réel. Et c'est souvent là, dans ce cadre intime, que la rivalité fait le plus mal, j'imagine. Exactement. Le déclencheur, très souvent, c'est le succès de l'ami. Ah oui, hein? Oui, un succès pro, amoureux, personnel, l'envie qu'on peut ressentir à ce moment-là, elle vient toucher à nos propres failles, à nos propres insatisfactions. C'est un miroir parfois difficile à supporter. On se compare plus à celle qui nous ressemble. Ben oui, si ton ami réussit là où toi tu as l'impression d'échouer, ça peut être très douloureux. Les témoignages dans les sources sont assez poignants là-dessus. Elisa qui se sent trahie quand elle réussit mieux que son amie, Maria qui n'arrive plus à se réjouir pour l'autre et qui finit par couper les ponts, Amina dont la meilleure amie part avec son mec. Oui, ça illustre bien toute la complexité et la douleur que ça peut engendrer. Heureusement, face à ce constat un peu sombre, parfois on parle aussi de sororité. C'est quoi la sororité au juste? C'est juste de la solidarité? C'est une bonne question. Non, ça va plus loin que la simple solidarité, d'après ce qu'on lit chez des autrices comme Jeanne Charal ou Chloé Delhomme. C'est-à-dire? La sororité, c'est une reconnaissance plus profonde. Reconnaître l'autre femme comme une égale, une sœur par l'expérience vécue. C'est mettre en commun des ressources, des savoirs, se comprendre face aux défis communs liés au fait d'être femme dans notre société. C'est plus politique en fait, plus engageant. Et comment on y arrive? C'est pas automatique, j'imagine. Ah non, pas du tout. Ça demande un vrai travail conscient. D'abord, un travail de déconstruction. Déconstruire quoi? Reconnaître la misogynie qu'on a peut-être nous-mêmes intériorisée, comprendre d'où vient notre propre jalousie, souvent liée au manque de confiance, et, une des sources insiste beaucoup là-dessus, arrêter de se juger et de juger les autres femmes d'abord sur leur physique. D'accord. Et concrètement, on fait quoi? Quelles sont les pistes? Il y en a plusieurs qui émergent. Déjà, essayer d'utiliser l'envie différemment, au lieu de la laisser nous ronger ou nous pousser à nuire. Oui. L'utiliser comme un signal. Qu'est-ce que j'envie chez l'autre? Qu'est-ce que ça dit de mes propres désirs? Et s'en inspirer pour avancer soi-même. C'est une idée de Lucille Swann, ça. Transformer l'envie en moteur, en quelque sorte. Voilà. Et puis, travailler sur sa propre validation. Arrêter de chercher l'approbation à l'extérieur, construire sa propre estime. Choisir aussi ses amis, consciemment, cultiver des relations saines, bienveillantes. Et l'entraide, le soutien mutuel? Ah, ça c'est central. Le soutien actif. Partager les infos, les contacts, faire du mentorat. Les sources donnent des exemples concrets. Des femmes chefs d'entreprise qui s'aident. Comme Marion Darrié-Tourte, Nathalie Hutter-Lardot. Oui. La création de réseaux professionnels féminins comme Media Club Hells. Et puis, plus fondamentalement, refuser de jouer le jeu de cette compétition stérile que la société nous impose parfois. Il y a même des exemples qui viennent de l'histoire ou de cultures spécifiques. Tu parlais de l'île d'Ouessant. Oui, l'île aux femmes. Comme les hommes étaient souvent en mer, les femmes avaient développé une très forte organisation basée sur l'entraide.
ou encore la solidarité qui s'est forgée dans les mouvements féministes des années 70. Donc ça montre que c'est possible. La sororité, c'est pas juste un beau mot. Non, c'est une pratique sociale, politique qui peut se construire. Bon, alors, si on essaye de faire une petite synthèse de tout ça, on voit bien que la rivalité féminine, c'est ni un mythe complet, ni une fatalité. C'est pas biologique. Non, c'est un phénomène complexe, avec des racines multiples, psychologiques, sociales, culturelles, historiques, tout ça s'entremêle. Et il faut bien distinguer la compétition saine, qui peut exister et être stimulante, de la rivalité toxique, celle qui cherche à nuire. Exactement. Cette rivalité-là, elle est mauvaise pour tout le monde. Et la sororité, à l'inverse, c'est pas un état naturel qui tomberait du ciel. C'est une construction, un choix actif, politique, personnel, qu'il faut renouveler. Ce qui nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Non. Oui, tout à fait. Une piste à explorer pour chacun, chacune. Si on accepte que la jalousie, l'envie, ce sont des émotions humaines, peut-être inévitables, comment on apprend à les reconnaître en soi, mais sans les laisser prendre les commandes? Sans les laisser nous pousser à des comportements destructeurs envers d'autres femmes. C'est ça. Et même aller plus loin. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer cette énergie, qui est potentiellement négative, en quelque chose de constructif? Un moteur pour soi, et peut-être même un moteur pour renforcer les liens de sororité. Une question intéressante pour finir. Merci beaucoup. Merci à toi.